Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour parler, on utilise des langues. Oh putain, c'est mauvais. On recommence. Je vous apprends probablement rien, mais nos langues sont regroupées en familles, regroupées selon leur ancêtre commun, et du coup sont logiquement proches géographiquement, sauf pour tout ce qui est de la colonisation, tout ça. L'Europe, par exemple, est divisée en 3 grandes familles. Je parle des langues officielles, sinon on rajoute plusieurs heures à cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Premièrement, il y a les langues latines, dites aussi romanes, qui sont, comme leur nom le sous-entend, les descendants du latin et qui ont été répandues par l'Empire romain. Il y a également les langues germaniques, dont l'ancêtre n'est pas clairement identifié, mais serait originaire d'un pont entre le sud de la Suède et de la Norvège, vers le Danemark et le nord de l'Allemagne. Il a ensuite donné les langues parlées par les Goths, Saxons, Vandales et autres Vikings, et s'exportera principalement durant l'époque des grandes invasions. Et finalement, il y a la famille des langues slaves, balto-slaves pour être plus précis. Son origine est beaucoup plus controversée, mais elle viendrait des actuelles Biélorussie, Ukraine et Russie. Les langues slaves sont pendant longtemps restées des langues de peuples nomades, ce qui a favorisé leur expansion. Voilà, même s'il y a quelques exceptions, ces 3 familles de langues sont largement dominantes en Europe. Langue nationale de 15, 13 et 9 pays, est parlée par environ 208, 221 et 251 millions de personnes. Mais si je vous dis qu'il y a un endroit où on retrouve 5 familles de langues dans 6 pays, le tout dans une région faisant seulement un tiers de la taille de la France, et en précisant encore qu'on a simplifié au point où on peut ranger l'espagnol et le roumain dans la même case, ou le suédois et l'anglais, et que ça marche quand même. Donc, avec un énoncé pareil, vous imaginez sûrement que ça se passe dans une région reculée et que c'est dû à des histoires de colonisation, comme d'habitude. Bah non! Ça se passe pas si loin de la France. Enfin, oui, à pied ça fait un bout, mais vous n'allez pas commencer. Cette région, c'est le Caucase. Le Caucase, une des régions parmi les plus belles au monde, mais aussi parmi les plus pauvres. Enfin, ils sont pas à plaindre, hein. C'est des blancs, et un blanc c'est forcément privilégié. Non, je veux pas lancer de débat et encore moins jouer à la course à la victimisation, surtout qu'il faut comparer ce qui est comparable et qu'il y a beaucoup trop à prendre en compte, mais en entendant ce qui se dit aujourd'hui sur certains plateaux télé, ce qu'on trouve sur Facebook ou YouTube, je pense qu'il faut rappeler à certains qu'il n'y a pas besoin de sortir de l'Europe pour trouver des pays à large majorité sous le seuil de pauvreté, avec des standards d'hygiène bas, et toutes ces joyeusetés. Bref, je referme cette parenthèse, les sujets du genre j'ai déjà donné, et on est là pour parler de langue. Cette région étant une sorte de frontière floue entre l'Europe et l'Asie, et ayant une histoire longue et passionnante, dont on reparlera certainement dans de prochaines vidéos, on y voit une grande diversité de peuples, de cultures et bien évidemment de langues. Mais quelle langue? Eh ben, après cette intro XXL, entrons enfin dans le vif du sujet en voyant quelle langue on y parle et pourquoi on les trouve là-bas. Mikrofon ve ben kaybolduk. Gördüğün rüya hayır olsun. Ben kapitan bak sapıtan çok. Kov kapıdan pencereden sok. Sen çatapat ben top atan. Kalk gidelim benzini koy boy. Bir de sohbeti kes kalk hadi kovboy. Seni sevmedi rap yetmedi goy goy. Ara elemanlar yönetir kimi kara elementler türemiş. Yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar. Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni... Le turc, parlé en Turquie et qui fait partie de la famille des langues turques. Ouais, on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Donc le turc peut autant s'écrire avec des variantes de l'alphabet latin qu'avec des variantes de l'alphabet arabe. Il n'y a ni article ni genre en turc et l'ordre des mots est sujet, objet, verbe. Comme dans la majorité des langues du monde, dont le français ne fait pas partie. Et ouais, on dirait par exemple la France, la Coupe du Monde a gagné. Le turc était à la base la langue des Ottomans, un peuple d'Asie centrale qui s'est installé en Anatolie, l'actuelle Turquie, au XIIIe siècle. Avant ça, on parlait majoritairement grec dans cette région.
Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que comme je le disais plus tôt, les langues turques ne sont pas originaires de l'actuelle Turquie, mais d'Asie centrale, plus précisément des plaines du Turkestan au sud-est de la mer Caspienne. Les premiers peuples turcs sont partis de là-bas et se sont étendus dans toutes les directions pour y former des États plus ou moins durables. Du coup, en plus de la Turquie, il y a un grand nombre de pays à avoir une langue turque comme langue officielle. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan. Mais on peut aussi parler des Ouïghours, en Chine, un peuple turc musulman et qui peuple le Turkestan oriental, une plutôt grosse région de la Chine dont on ne parle pratiquement jamais. Sans compter aussi tous les petits peuples turcs de Sibérie. Tout ça, ça fait que les langues turques sont très répandues. Mais revenons-en au Caucase, où l'on trouve une autre langue turque. Ne çeldi mod rapin içinde not bizi sevmeyenlerin kalıp peçinde ot bunu geçirme kod ver kenardan izle ya da gel döşeni akopla bizden hayat bazen pul ve şeyde hayat problemli bazen pagon polislen bizneslere bizdeslere bir de prezidentlere çetin kitiviler bizi göstere bura yeraltı rap nigga doğru da içinde her argument bu hip hop emblemle bu 50 Cent sanki Eminem'le. L'Azérie. Oui, on dit Azéri et pas azerbaïdjanais parce que c'est la langue de l'Azerbaïdjan, pays connu non seulement pour son pétrole distribué par la compagnie Sokar, mais aussi pour sa vice-présidente, Mehriban Aliyeva, née en 1964 à Bakou, et là vous vous dites que je parle d'elle pour vous montrer des photos, mais non, c'est parce que ça me donne une super transition, parce que effectivement, elle parle azéri. Et oui, l'azéri est donc aussi une langue turque, possédant son propre alphabet, l'alphabet azéri, qui n'est pas très éloigné de l'alphabet latin. L'ordre y est aussi sujet, objet, verbe, et il n'y a pas non plus de genre ou d'article. Mais là où le turc est une langue plutôt simple, l'azéri utilise fréquemment ce qu'on appelle des affixes, c'est-à-dire que le mot et l'adjectif ne forment plus qu'un mot, comme dans grand-mère en français. Bah les azéris font ça à toutes les sauces. Des affixes, hein, pas des grand-mères. L'azéri descend de la langue des Sajides, un peuple turc d'Asie centrale qui s'est installé en Azerbaïdjan et au nord de l'Iran entre le 9e et le 10e siècle. Ils se sont donc installés dans la région 300 ans avant les Ottomans. S'en est ensuite suivi une multitude de peuples qui ont fait évoluer la culture, les coutumes et probablement aussi la langue. La famille de langue turque est la seule représentée 2 fois au Caucase, mais on y trouve aussi une langue issue d'une famille dont on a déjà parlé, qui est probablement la langue la plus connue de la région, et aussi la langue d'un véritable mastodonte. Поехал за границу, взял российский флаг, съездил в Голливуд, ну хоть не просто так. Live News прямой эфир на большом экране, в Лос-Анджелесе тихо, его держат армяне. Сидя на диване, словно Светлаков, чуть не стал незнайкой в ток-шоу дураков. Шоу-бизнес как 12 стульев, мест не всем хватило, главное правило, не выронить из рук мыло. Ce mastodonte, vous l'avez compris, c'est la Russie. Un mastodonte tant au niveau économique qu'au niveau de la taille du pays qui ne se limite de loin pas au Caucase. Ils sont arrivés dans la région en gagnant la guerre du Caucase de 1817 à 1864, qui est le conflit le plus long de toute l'histoire de la Russie. L'Empire russe s'y est notamment opposé aux peuples du Caucase comme les Géorgiens, Azéris, Tchétchènes ou autres Adyguéens, mais aussi à de plus grandes puissances comme les Perses ou les Ottomans. Aujourd'hui, bien que 3 de ces peuples aient gagné leur indépendance, les Russes possèdent toujours la plus grosse partie du Caucase. Leur langue est bien évidemment le russe, une langue slave donc, comme je le disais plus tôt, issue de l'ouest de l'actuelle Russie. On l'écrit avec l'alphabet cyrillique et le russe a une structure sujet, verbe, objet, comme en français. Il y a 3 genres, masculin, féminin et neutre, mais globalement le russe ne propose pas de véritables difficultés grammaticales pour un francophone. En revanche, ils ont une prononciation très compliquée à apprendre car ils ont tendance à mettre plusieurs consonnes à la suite, sans voyelles, ce qui n'est pas facile pour un non-initié. Bien, maintenant qu'on a fait le nord du Caucase, voyons ce qu'il y a au sud. ادعاتون سربریدن زن بود با دست بسته مدال افتخارتونم که بوده قتل بچه نخ میگیری از امریکا و اسرائیل نیم وجبی به خاک و خون میکشیم تمر یا علی مددیم انرژی استهی که هیچ ما اتم داریم به قد 10 تا کله یهودی ما داریم به خاک من بیا تا جونتو مثل سگ بگیریم ما این زندگیمون استخون به سگ نمیدیم. Le persan, qui est la langue de l'Iran, c'est moins simple d'un coup, hein. La langue s'appelle comme ça car jusqu'en 1934, le pays s'appelait la Perse. Tant qu'on est sur le nom du pays, je vais vite casser une idée reçue colportée par les gens géopolitiques pour débiles de type BHL. Iran fait référence à la civilisation d'Arya, la première civilisation à être apparue en Perse, au sud de la Perse plus précisément. Le Shah d'Iran a renommé son pays comme ça parce qu'à cette époque, ce pays était une zone de tension entre l'Empire britannique et l'URSS, qui voulaient tous deux étendre leur influence.
En se renommant ainsi, le but était en gros de dire « on est là depuis longtemps, c'est pas vous qui allez nous influencer ». Mais comme le peuple de la civilisation Arya est nommé Arien, certains ont vite fait le rapprochement avec la race aryenne, promue par le parti nazi. Donc selon eux, Hitler aurait conseillé au Shah de renommer son pays comme ça pour se partager le monde entre les Aryens de l'Est et ceux de l'Ouest. Ouais, déjà rien que là je trouve que ça sonne hyper faux. Mais bon, de 1, le Shah il tenait tête aux Britanniques et aux Soviétiques, donc la vie de l'Allemagne il devait pas en avoir grand chose à foutre, d'autant que l'Iran n'était pas un pays fasciste. De 2, la race aryenne d'Hitler était une race germanique, et au sud de la Perse, c'est plutôt tranquille niveau germanique, donc qu'est-ce qu'Hitler en aurait eu à foutre? De 3, la Perse a changé de nom presque 5 mois avant la montée au pouvoir d'Hitler, qui avait à ce moment-là sûrement mieux à faire que de faire copain-copain avec l'Iran. Donc non, le Persan n'a pas changé de nom sous ordre de l'Allemagne nazie. Ah bon? Bref, à son apogée, la Perse avait presque conquis le Caucase dans sa totalité, avant de perdre des territoires petit à petit jusqu'à la fameuse guerre du Caucase, où la Russie prit une partie des actuels Azerbaïdjan et Arménie, qui étaient alors des possessions perses. La frontière du pays n'a plus bougé depuis, dans la région en tout cas. Parlant du persan en lui-même, c'est une langue qui vient de très très loin. Faisant partie de la famille des langues iraniennes, famille dont on trouve les premières traces autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, mais aujourd'hui seulement 3 sont les langues officielles de leur pays. Le persan en Iran, le pachto en Afghanistan et le tadjik au Tadjikistan. Le persan a une structure sujet-objet-verbe, il n'y a pas non plus de genre, et il s'écrit avec son propre alphabet, qui est plus ou moins proche de l'alphabet arabe. Le persan est donc la langue d'une nation millénaire qui a vécu et évolué avec. Vous trouvez ça ouf? Alors préparez-vous pour la suite. On reste dans les vieilles langues avec l'arménien, de la famille des langues arméniennes. Ses premières traces datent de l'époque du royaume d'Arménie, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui correspond à l'actuelle Arménie mais aussi à une grosse partie de la Turquie. Au 7e siècle, la nation tombe face aux Perses, puis est prise par les Byzantins, avant de revenir aux Perses jusqu'à ce que les Ottomans prennent la majorité du territoire et que le reste soit pris aux Perses par les Russes lors de la fameuse guerre du Caucase. C'est le bordel, mais c'est cette petite partie seulement qui est devenue l'Arménie d'aujourd'hui. C'est sur ce territoire donc qu'on parle arménien, une langue ayant l'ordre sujet, verbe, objet et possédant son propre alphabet. L'arménien est une langue orpheline, c'est-à-dire que toutes les autres langues de sa famille sont mortes. Mais ce qui nous reste de l'ancien arménien montre quelques similitudes avec les langues parlées au nord de la Grèce à la même époque, les langues thraco-illyriennes. La langue qui en est la plus proche aujourd'hui serait donc l'albanais. Mais tout ça, ce n'est qu'une supposition. Mais même sans ça, l'arménien reste une langue indo-européenne, donc pas trop éloignée de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est pas le cas de notre 6e et dernière langue. Et oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le géorgien, qui est une langue de la famille des langues kartvéliennes, le peuple géorgien étant un peuple kartvélien. Ils ne sont pas slaves, perses ou turcs, ils sont kartvéliens. D'ailleurs, en géorgien, la Géorgie s'appelle Sakartvelo, ou la terre des Kartvéliens. La première langue kartvélienne est apparue au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc pour vous situer, on est presque 1000 ans avant la Grèce antique et plus de 1500 ans avant l'Empire romain. C'était la langue du peuple colchide, qui s'étendait sur tout l'est de la mer Noire. C'est la mer Noire. Mais c'est au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'est du royaume des Colchides, que se fonde le royaume d'Ibérie. Donc aujourd'hui, les mecs se font piquer leur nom par un État américain, mais pendant l'Antiquité, ils se l'étaient déjà fait piquer par l'Espagne. Donc là, non, on ne parle pas des Ibères, mais du royaume d'Ibérie, dont la langue était l'ancêtre direct du géorgien actuel. Le nom Géorgie est apparu autour de l'an 1000, quand tous les Kartvéliens se sont unis sous la même bannière, celle du royaume de Géorgie. Malgré le fait que durant son histoire la région ait été partagée entre un grand nombre de grandes puissances, les peuples kartvéliens ou géorgiens ont toujours été vassaux de ces derniers. Ils ne se sont fait annexer que 3 fois, par les Perses au XIIIe siècle, par l'Empire russe au XIXe siècle
et par l'URSS au XXe siècle. Leur statut de vassal leur permettait de garder une culture et donc une langue propre, sans trop se faire influencer. Ce qui expliquerait pourquoi aujourd'hui cette langue ne ressemble à rien de connu. Pour ce qui est de la grammaire, il n'y a pas non plus de genre en géorgien, et ceux qui ont fait de l'allemand connaissent la difficulté des déclinaisons. Mais en allemand, il y en a 3, c'est mignon. En géorgien, il y en a 7. Une déclinaison, pour faire très court, c'est un peu comme si la phrase avait un genre selon le contexte. En général, ça change juste la fin de certains mots, mais ici, ça peut carrément changer l'ordre des mots. Le plus souvent, c'est sujet, verbe, objet, mais ça peut être sujet, objet, verbe, et des fois carrément objet, sujet, verbe. Genre, la Coupe du Monde, la France a gagné. Oui, encore cet exemple. Il est aussi intéressant de noter qu'en géorgien, le nom mama est associé au père, contrairement à la majorité des langues, et que dans les prénoms géorgiens, c'est souvent les prénoms masculins qui finissent par A et les prénoms féminins qui finissent par O, même si la plupart des prénoms géorgiens, qu'ils soient masculins ou féminins, finissent par I. Je parle évidemment des prénoms d'origine géorgienne, car aujourd'hui les prénoms russes ou arabes y sont aussi très populaires. En géorgien, la prononciation est spéciale aussi. On utilise fréquemment une consonne dite uvulaire, un genre de consonne qu'on utilise dans très peu de langues, mais qu'on utilise en français. C'est les consonnes de type k ou g. Il y a aussi une consonne glottaire. Oui, vous savez, c'est le h qu'on retrouve aussi en arabe. Mais surtout, ce qui rend la prononciation vraiment compliquée, c'est un grand nombre de consonnes dites alvéolaires qui sont souvent utilisées à la suite, c'est-à-dire des sons de type ts ou z. On peut aussi noter qu'en géorgien, il y a l'absence du son f. Pour conclure, je rajouterai juste que le géorgien possède lui aussi son propre alphabet. Donc oui, dans le Caucase, on a 6 pays, 6 langues, 5 familles de langues et 6 alphabets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et franchement, les langues dans le Caucase, c'est un délire ou pas ?